Jean-Vincent Placé, le président du groupe écologiste au Sénat, est l'invité de Preuve par 3, Public Sénat, AFP, Dailymotion. Bonsoir Jean-Vincent Placé et merci d'être avec nous. Pendant 45 minutes sans interruption, celle des reportages. Le premier portera sur vos camarades militants qui rêvent d'une autre alliance, vert-rouge, dans la foulée de votre départ du gouvernement. Et le second reportage sur le sujet qui fait en fait de vous le grand allié de Manuel Valls, la fin annoncée des départements, puisque vous êtes son seul relais au Sénat sur ce sujet et également sur sa méthode. Avec nous ce soir, Perrine Tarnaud de Public Sénat et Jean-Louis Prévost de l'agence France-Presse. D'abord, une première question sur les risques de guerre civile désormais au cœur même de l'Europe. Une fois de plus, Vladimir Poutine agit à sa guise pour empêcher l'Ukraine de se tourner vers l'Europe. Comment est-ce que vous voyez le président et maître absolu russe ? Le problème du maître absolu russe, c'est qu'il est à la tête d'un État très puissant, très riche aujourd'hui, est très militarisé. Et donc le rapport de force dans la zone est extrêmement en sa faveur. Moi j'ai évidemment suivi de très près, comme l'ensemble des passionnés de l'Europe, la situation en Ukraine, mais je me suis réjoui du retour de la démocratie, du fait qu'il y ait un mouvement populaire. Mais après il faut être quand même extrêmement attentif à ce qui se passe, c'est-à-dire que la Crimée, on voit qu'on a reculé assez rapidement, mécaniquement. Est-ce que le scénario La réalité aussi, c'est que personne ne s'est intéressé à ce qu'est, par exemple, tout simplement l'armée ukrainienne, qui est totalement inexistante. Ce qui fait que, assez intelligemment, dans son optique, Poutine avance ses pions vers le Dniepr. Enfin, c'est ça la réalité, aussi bien à Kharkiv qu'à Donetsk, suscitant des mouvements. Et moi, je suis extrêmement inquiet par rapport à cette situation. Comment vous le qualifiez? C'est l'autocrate tout à la Moscou. fois. Non, mais moi, je pense que c'est une erreur de la part des Européens d'essayer d'en faire un épouvantail. Il est ce qu'il est, on peut le qualifier de ce qu'on veut. Ça n'a strictement, pour le règlement du problème ukrainien, aucun intérêt. Tout simplement parce que, certes, nous sommes assez actifs et je me réjouis de l'action de Laurent Fabius avec les ministres des Affaires étrangères de la zone, en particulier les Allemands et les Polonais. Mais la réalité, c'est que comme personne, évidemment, selon une formule malheureusement datée mais bien connue, personne ne va mourir pour Kiev, eh bien, il faut trouver une solution négocier. Et pour avoir une solution négociée, ça ne sert pas à grand-chose de faire le matamor en insultant, si j'ose dire, le futur partenaire et qui n'est pas encore un adversaire, alors qu'en plus on n'a aucun des moyens militaires. Ce qui d'ailleurs souligne un autre sujet au-delà de la diplomatie, et on l'avait déjà dit notamment au moment de la Syrie, c'est-à-dire la faiblesse de la défense européenne, qui n'existant pas, moi je ne suis pas militariste, vous le savez, étant écologiste, mais tout de même, il faut tout de même oui, mais attention, une baisse du budget, notamment sur la question de la dissuasion nucléaire. Oui. Moi, j'ai toujours été favorable à une force d'intervention qui soit efficace. Et là, voyez-vous, on n'a plus beaucoup de soldats pour pouvoir être actifs, donc on n'a pas beaucoup d'arguments de rapport de force, et donc il faut arriver à une solution négociée intelligente pour que M. Poutine se mette autour de la table, avec aussi les sujets d'ailleurs économiques et particulièrement forts sur le plan énergétique, avec la question du gaz. Est-ce qu'il faudrait tout de suite passer au niveau maximal des sanctions économiques, par exemple, prévues contre Moscou? Oui ou non? Je sais que c'est l'idée, ensuite on veut sanctionner, non, pas tellement, vous l'entendrez. Moi, je pense qu'avec Mme Merkel et M. Poutine, il faut discuter et quelque part, on voit que c'est un sujet en réel qui n'intéresse pas du tout les Américains. Ils n'ont pas d'intérêt dans la zone et ça les indiffère. Et donc, nous, il faut qu'on soit plus volontariste, essayer de mettre peut-être un peu de... entravé, on vous écoute, volontariste, on est très entravé. Mais il faut tenir compte du rapport de force, comme en tout. La politique, que ce soit géostratégique ou nationale, eh bien, il y a le rapport de force. Vous dites personne ne va mourir pour Kiev, mais en même temps, on a vu des Ukrainiens mourir pour l'Europe. Oui, mais bien sûr, cela, il faut les conforter. Seulement voilà, quand on dit, et c'est logique, c'est le message de départ, nous ne touchons pas à l'intégrité territoriale, bien sûr. Après, on voit qu'elle est déjà atteinte avec la Crimée et que de toute façon, c'est irrémédiable. Donc actons cela et essayons de faire en sorte qu'il y ait à trois une zone de discussion Russie, Ukraine, Union européenne. C'est encore en cours. Et je vais vous dire, à force de forcer sur le partenariat, et ce n'est pas tout à fait la position de mes petits camarades, à force de forcer sur le partenariat uniquement avec l'Union européenne, eh ben, on va finir par la partition. Donc faisons très... petits camarades, parce que y compris mes amis verts européens qui sont très... voilà,
allons-y là-dessus tout de suite, Ukraine-Europe. Oui, mais ils ont raison. Voilà, attention, parce qu'il y a la réalité au-delà des slogans et du volontarisme. Allez, l'autre facette de l'Europe, l'enjeu économique. La France s'est fait sèchement remettre sur les rails apparemment, hein, sur les bons rails, même la réduction à 3% des déficits en 2015. Ça reste l'objectif intangible, a bien souligné Bruxelles. Est-ce que selon vous, Manuel Valls s'est pris à revers après avoir affirmé qu'il rejetait l'austérité et qu'il voulait donner des explications à Bruxelles? On a signé le traité. Moi, le début de mes critiques à la politique économique de François Hollande, cela remonte à ce moment-là. On avait dit, c'était d'ailleurs Daniel Cohn-Bendit qui avait trouvé la formule brillante comme souvent, le traité Merkozy. Donc c'était le traité fait par Mme Merkel et M. Sarkozy qui consiste effectivement à mettre tout le monde dans une vision de réduction des déficits et de la dette. C'est pas honteux en soi d'ailleurs. Hein. Ça dépend après quel niveau de fiscalité, quelles dépenses. De ne pas léguer toutes ces dettes, ces déficits aux générations futures. Écologistes, moi je ne vous dis pas, il faut raser gratis, il faut faire du déficit, on s'en fout, faisons payer tout le monde, dépensons n'importe quoi. Ça n'a jamais été le discours écologiste. Après, c'est savoir qui paye. Et au niveau des impôts, et qui voit les coupes budgétaires. Alors, et sur quel poste. Donc c'est ça le débat. Et aujourd'hui, on est arrivé à une forme d'équivalence de ce qu'on faisait avant sous la droite, c'est-à-dire la RGPP, la révision générale qui a changé de nom, des politiques publiques. Et j'ai déjà même oublié l'acronyme nouveau qui doit être la réorganisation administrative ou je ne sais quoi. Et le sujet, c'est de dire on va faire moins 3, moins 4% partout. Ça n'a strictement aucun sens. On avait dit des priorités à l'éducation, à la jeunesse, à la justice, à la sécurité. Bon, ça doit se manifester quand même un peu budgétairement. Et pour vous, donc, la ligne et nous, les écologistes, nous sommes attachés. Non, je pense qu'en réalité, et le débat évidemment est sur les 3%, et je pense quand même que c'est quand même encore un mauvais message. On avait dit qu'on allait renégocier, on ne renégocie pas. On avait dit qu'on allait être plus volontariste et desserrer les taux d'austérité à la rigueur. On va faire un déplacement à Berlin, et puis boum, on dit en fait non, on va faire ce que les Allemands et Bruxelles veulent. Je ne suis pas sûr que ce soit un message qui renforce le sentiment et la sympathie des Françaises et des Français par rapport à l'Union européenne, qui voit plus maintenant comme un carcan, une contrainte, comme une difficulté que par rapport à une volonté ou un enthousiasme ou quelque chose qui provoque du bien. Et donc là, on a une vraie difficulté. Mais moi, je voudrais, et je le répète régulièrement, y compris au plus haut niveau de l'État, j'ai eu l'occasion de dire, je comprends le message vis-à-vis des entreprises. Je ne veux pas, comme le Président, comme le Premier ministre, que le message vis-à-vis des entreprises, ça soit les entreprises, elles font n'importe quoi, on va leur mettre des impôts dessus, ils ont besoin de contraintes supplémentaires. C'est pas ça le débat. Moi, je suis prêt à aider des entreprises. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait... Non, parce que le problème, c'est la question du volet économie. On ne peut pas expliquer aux Françaises et aux Français, y compris dans la tradition politique colbertiste qui est la nôtre, on va aider les entreprises et on va serrer le kiki des services publics. C'est pas possible. C'est un message qui est totalement inadapté. Et donc on arrive aux 3% et donc on en arrive aussi au débat de la réforme fiscale. Oui, donc, alors tout est dans tout. Il faut réussir à expliquer que tout à la fois on veut aider les entreprises, tout à la fois qu'on veut des services publics forts. Oui. Alors, et donc pour cela, il faut des dépenses publiques. J'ai une question très spécifique. Parce que la dépense publique, c'est aussi la consommation pour les entreprises et c'est aussi l'investissement des infrastructures pour les entreprises. J'ai une question très spécifique sur une taxe. L'écotaxe. L'écotaxe. Je savais que vous alliez arriver sur Absolument. Et Ségolène Royal, qui a le portefeuille de l'écologie, d'ailleurs, qui aurait pu vous revenir, enfin à vous les Verts, Jean-Vincent Placé, a une vision toute personnelle, manifestement, de certains sujets. Et sur l'écotaxe, elle la trouve injuste pour les camions français. Est-ce votre avis? Est-ce qu'il faut la réserver aux camions étrangers? Moi, je vais vous dire, je suis pour qu'on fasse de la pédagogie, bien sûr, sur la fiscalité. Et quand on a affaire à la fiscalité, eh bien, il faut en faire. Voilà. On s'y est pris comme... des manches. Ou des pieds. Chacun est libre de ses expressions. Mais c'est quand même sincèrement. On arrive, on a dit qu'il y avait 30 milliards d'impôts. Non, mais je développe quand même parce qu'on ne peut pas parler d'écotaxe comme ça. Il y a 30 milliards d'impôts faits par la droite. Nous, on arrive, on fait 30 milliards. Déjà, on aurait pu peut-être essayer d'anticiper la trajectoire sur les 5 ans, en faire un peu la première année, dire que c'est juste et que ce sera la dernière fois pour le quinquennat. Ça aurait été déjà plus intelligent. On sait la difficulté, vu aujourd'hui le taux de prélèvement obligatoire et de fait la perception par les Françaises et les Français, que c'est difficile la pédagogie sur les impôts. Donc on a fait un peu n'importe quoi. On arrive dans une séquence où je me souviens que le ministre de l'économie lui-même avait dit « Ah oui, il y a un ras-le-bol fiscal. » Non, on ne va pas refaire ce qui a été fait ou mal fait. Non, mais je vais quand même
merci, parce qu'il y a eu l'histoire ensuite des bonnets rouges, etc. etc. Oui, bon. Pour vous dire que je comprends quelque part la ministre de l'écologie par rapport au fait, vous voyez, c'était ça l'intérêt justement d'être pédagogique. Hein, voilà. Je comprends que la ministre de l'écologie n'ait pas envie d'arriver avec sa première action qui soit de la fiscalité et de revenir sur la querelle de l'écotaxe. Moi, ça fait longtemps que je dis à mes petits camarades, toujours les mêmes, les Verts, je leur dis, mais attention, la fiscalité écologique, ça paraît sympathique. Oui. Même j'avais dit à Nicolas Hulot, qui est quand même le grand fondateur de la taxe carbone. Taxe carbone, vous voyez, à un moment, il y a une acceptabilité. Vous êtes comme Ségolène Royal, vous n'aimez pas l'écologie punitive. Mais est-ce qu'il faut réserver l'écotaxe aux camions étrangers? Ce qu'il faut, et à ce stade-là, ce qui me paraît important, c'est qu'il faut dégager d'une façon ou d'une autre les 800 millions d'euros qui étaient destinés aux investissements de l'Agence française de infrastructures. On peut les dégager en taxant uniquement les camions étrangers, moi, ce que je veux regarder aux frontières de la France. Voilà. Mon problème à moi, c'est de trouver. C'est celui de Ségolène Royal, elle vous fait une proposition. En tant qu'écologiste et en tant que président de groupe parlementaire, c'est d'essayer, pour la loi de finances, parce que le gouvernement propose, nous sommes encore un pays où le Parlement vote les budgets et la fiscalité. Et donc, il faut qu'on trouve, en lien avec Ségolène Royal, avec les premières pistes qu'elle a indiquées par rapport... Des bonnes pistes. Moi, je l'avais dit, mais par exemple, j'avais dit, essayons de regarder les essieux. C'est-à-dire que techniquement, plus les camions est gros et plus on le taxe. Donc déjà, il n'y avait même pas de progressivité dans l'écotaxe précédente. On écarte les camions français. Il y a la question des étrangers et... par exemple, moi j'ai une proposition, c'est d'exonérer, si j'ose dire, le cabotage routier. C'est-à-dire que quand on fait 200 km, les 200 premiers kilomètres, ils sont exonérés. Vous voyez, comme ça, par exemple, vous voyez, pour la Bretagne, c'est très adapté. Hein. On n'est pas non plus plus idiots. Ils ont beaucoup d'exonérations et on peut essayer d'étendre la discussion. Donc moi, je souhaite qu'on remette, et ça sera effectivement le rôle, et elle le fait très bien. Hein. Moi, je l'ai déjà dit, mais je suis très content que Ségolène Royal soit la ministre de l'écologie. Avance des propositions. Que l'ancienne candidate à l'élection présidentielle du Parti socialiste exerce cette responsabilité. Ça veut dire l'importance que le président de la République, que le Premier ministre ont mis dans ce poste, d'avoir quelqu'un de ce niveau politique, de ce poids politique. Ah bon, elle fait mieux que vous. Non, mais écoutez, moi, je vais vous dire, je ne suis vraiment, j'ai pas de problème de susceptibilité. Vous, au sens large, les écologistes, j'ai bien entendu, vos camarades. Michel Grosseur, j'ai très bien entendu. Moi, je l'ai dit, ce qui m'importe, c'est que l'écologie progresse dans notre pays. Si c'est Ségolène Royal qui le fait, tant mieux. Et je vais vous dire, notre rôle à nous, parlementaires écologistes, c'est de l'aider en faisant des analyses, des propositions. Et sur la question de l'écotaxe et des investissements, vous m'avez entendu très clairement, il faut absolument, et ça je le demande à Ségolène Royal, trouver les 800 millions d'euros que les collectivités locales, les agglomérations, les communes attendent pour leur projet de transport collectif. Parce que non, mais c'est pas rien. On attend aujourd'hui pour financer des réseaux de bus, on attend pour des projets de tramway, attend y compris pour nos RER d'Île-de-France. Et donc on a un vrai sujet là, c'est de trouver ces 800 millions. Si ce sont les étrangers qui payent, bon, ça paraît peut-être un peu simpliste au départ, mais c'est un sujet intéressant. C'est vrai que quand elle dit, Ségolène Royal, ils traversent la France, ils ne payent même pas d'essence chez nous, même pas donc la TIPP, bon bah quand même. Hein. Et comme en plus ils évitent les autoroutes, il y a aussi un sujet autoroute, et moi je suis en revanche pour qu'on essaye de trouver une discussion, y compris un peu virile, avec les sociétés d'autoroutes pour leur dire que ça suffit. Moi je vais vous dire, j'étais contre la privatisation. Je vois à qui ça a rapporté, c'est pas le sujet du jour. Je ne suis pas encore à la nationalisation parce qu'il ne semble pas que ça soit la ligne du gouvernement, mais quelque part ça doit être un argument. Et moi je souhaite que les sociétés d'autoroutes, elles payent. Et pas celui qui prend les autoroutes, les sociétés d'autoroutes qui font des bénéfices invraisemblables. Absolument. Encore un terrain d'entente avec Ségolène Royal. Alors, voilà, sur l'écotaxe. Apparemment ça peut se débloquer entre vous sur ce sujet. Vous pouvez trouver une entente. Alors on va parler maintenant de la situation des Verts politiquement, de votre jugement sur le Parti socialiste qui change de tête ce mardi. Avec Jean-Louis Prévost de l'AFP qui nous rejoint. D'abord, voyons cette interrogation qui parcourt certains de vos militants, favorables à une nouvelle alliance, non plus vert-PS, mais vert-rouge. Le reportage de Jérôme Bonnard. Fin mars, à Grenoble, le candidat écologiste gagne les municipales. Le fruit d'une alliance encore rare avec le parti de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Mais ce dernier rêve de reproduire cette union aux prochaines élections. Le refus des Verts de faire partie du gouvernement Valls ne fait qu'attiser cette envie. Certains écologistes prônent cette nouvelle ligne. Cette rupture par rapport à cette alliance un petit peu trop serrée avec le Parti socialiste qu'on a vécu jusqu'à présent, c'est du passé. Et pour ça, il faut qu'en interne,
la politique d'Europe Écologie Les Verts et le courage d'être réaffirmé, d'être rééquilibré vers la gauche en quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui pensent que l'austérité c'est pas bien pour l'écologie et c'est pas bien pour la population. Jacques Boutot n'aurait cependant pas été réélu maire sans le soutien du Parti socialiste. Mais samedi dernier, c'est du côté du front de gauche qu'il se ralliait pour la grande marche contre l'austérité. Les drapeaux étaient plutôt rouges que verts, mais du côté du parti de gauche, on est convaincu que les écologistes, y compris Jean-Vincent Placé, céderont à la tentation un jour ou l'autre. Le temps de digérer ces 2 années passées au gouvernement. Je le dis sans esprit polémique, mais quand vous avez été quelques mois comme ça, quelques années au gouvernement, que vous avez dû quand même supporter une politique qui n'était pas la vôtre, vous rompez, puis il faut se désintoxiquer un peu. Donc, et je suis sûr que, connaissant Jean-Vincent, à la fois ses convictions et puis son sens d'une certaine stratégie, je pense que lui aussi se posera à un moment donné le problème de savoir comment nous devenons majoritaires pour les idées que nous portons. Et c'est une question qu'il faudra peut-être lui reposer dans quelques mois. À la tête du parti écologiste, il n'est officiellement pas question d'alliance. Trop de divergences, notamment au niveau de l'Europe. Prudence aussi sur la transition énergétique, chère aux écologistes, un peu moins pour les communistes. Au final, ce sont les électeurs qui pourraient renvoyer cette idée d'union aux oubliettes. Le centre de gravité des électeurs écologistes, c'est plutôt la droite du PS, c'est pas la gauche du PS. Donc il y a une distorsion entre adhérents et électeurs. Donc voilà, je ne suis pas certain que l'électeur de base soit aussi enthousiaste pour Mélenchon que le seraient certains adhérents, voire dirigeants d'Europe Écologie Les Verts. Pour l'heure, la priorité, c'est l'Europe. Et un bon score des écologistes au scrutin du 25 mai prochain pourrait aussi remettre leur participation gouvernementale au goût du jour. Voilà, Jean-Louis Prévost de l'AFP est avec nous. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Michel, bonsoir Jean-Vincent Placé. Question à Jean-Vincent Placé. Oui, alors demain la direction du Parti communiste va rencontrer la direction d'Europe Écologie Les Verts. Vous y serez peut-être. Est-ce que c'est les prémices d'un premier rapprochement ? Non, ce sont des réunions régulières. Oui, c'est ce que j'avais appelé quand j'étais le secrétaire national. Depuis qu'Emmanuel Cosset était à la tête du parti, il n'y avait pas eu de rencontre à ce niveau-là. Oui, mais c'est notre stratégie d'ailleurs qui est installée. J'ai la prétention d'avoir été un peu l'inspirateur de ce que j'appelle le multilatéralisme dans les relations partidaires à gauche, c'est-à-dire le fait d'avoir des relations avec le Parti socialiste, avec le Parti communiste français, avec le Parti radical de gauche, enfin l'ensemble des forces constitutives, et y compris d'ailleurs le Parti de gauche. Moi-même d'ailleurs, j'ai eu une rencontre très amicale il y a 8 jours avec Jean-Luc Mélenchon. Donc on discute d'ailleurs du fond. Hein. Par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon, on a beaucoup parlé de l'Ukraine, on a beaucoup parlé des questions internationales. Hein, c'est lui qui vous a convaincu d'être moins radical, hein, parce que lui, il dénonce des néo-fascistes à Kiev. Non. Ça, ces termes-là, je ne les reprends pas à mon compte, évidemment, et je les conteste, mais ce n'est pas le sujet, parce que si vous voulez, on peut repartir de parler de l'Ukraine, Michel Grosser. Hein. Mais sur cette discussion qui est très importante, moi j'espère d'ailleurs que nous serons capables, à un moment, je l'avais proposé à quelques amis de la direction du parti, que nous fassions des assises de transformation écologique et sociale, en particulier sur la question de la transition énergétique. Moi, ça me ferait très plaisir qu'une journée entière, à Mutualité, parce qu'on avait fait ça là-bas, à l'époque, eh bien, nous soyons capables d'avoir l'ensemble des forces politiques, PS, PC, PG, et les syndicats, et EDF, et M. Proglio, et M. Ourcel, et tout le monde, pour parler de l'énergie, par exemple. Ça, c'est important aujourd'hui d'avoir des débats de fond. Il y a une pression d'une partie de vos militants, justement, pour changer un peu l'alliance que vous avez avec le socialiste, et pour la remplacer avec le Front de gauche. Position minoritaire, mais qui existe. Ils sont encouragés par votre départ du gouvernement. Oui. Hein? Ouais, et ces militants, vous allez leur dire non ou bien... Oui, on va leur dire non, oui. Donc pour le moment, c'est le statu quo. Non, c'est pas pour le moment. Vous leur dites non. Vous leur dites d'une part, on a des divergences de fond. Hein. Heureusement qu'effectivement, si on parle de l'Ukraine, par exemple, pour les élections européennes, on voit bien que on va pas faire une alliance avec le Parti communiste français, avec ce qu'on appelle la gauche unitaire européenne, avec le PG sur les questions européennes. Hein. On va avoir des élections régionales. Le parti de gauche, Jean-Luc Mélenchon, il est jacobin, il est pour le supra de la nation française qui explique, y compris quasiment les langues régionales, c'est infâme. Donc j'enlève le mot infâme. C'était pas intéressant dans une république une et indivisible. Donc vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes sujets. Ce qui compte, ce sont les débats de fond. Et en réalité, aujourd'hui, à partir du moment où nous avons, y compris incontestablement, choisi de sortir
du gouvernement, la logique, c'est le rassemblement des écologistes. C'est-à-dire, derrière nous, là, ce qu'on fait aux européennes, de parler de l'Europe, de parler de l'écologie, de parler de démocratie, et au régional, de la même manière, et je peux vous le dire là, je pense que la direction demandera à chacune des régions françaises de préparer des rassemblements des écologistes, des listes autonomes pour les régionales. Voilà, et alors, je vous dis les choses. Justement, à Grenoble, Éric Piolle a gagné la mairie avec le parti de gauche. C'est un exemple à suivre pour vous. Ouais, si le parti de gauche veut rejoindre les listes écologistes dans ce rassemblement autour de nos thématiques plutôt, sans arriver avec les siennes, eh bien ils seront le bienvenu après une discussion sur le fond. Voilà. Mais sur les européennes, donc je ne ferme pas la porte, mais derrière c'est un objectif important pour vous, les européennes, vous l'avez rappelé. Est-ce que vous espérez arriver devant le Parti socialiste? Moi, je vais être très franc. Si on fait un résultat à 2 chiffres, je serais très, très heureux. Hein. Nous avons... Un résultat à 2 chiffres, ça serait moins que lors des dernières européennes. Oui, mais la dernière fois, vous savez, nous étions dans l'opposition nationale. Nous étions également dans un temps où la crise des subprimes n'avait pas tant impacté sur l'économie mondiale. On était dans une période même de croissance et de développement. Hein. Juillet 2009, c'est quelque part d'ailleurs le pic d'une forme décennale de bonheur occidental. Hein. L'économie américaine marche bien, la nôtre aussi, et on arrive à une situation où, y compris, on réussit à réintéresser à la question de l'écologie. Tac, la crise arrive, fin de Copenhague où à la conférence sur le dérèglement climatique, les Américains et les Chinois disent circuler, il n'y a plus rien à voir, on est dans une période de crise et donc on va continuer à faire du productivisme comme avant et les objectifs anti-pollution, ça ne nous intéresse pas. Donc à partir de ce moment-là, déjà, les sujets écolos sont plus durs à expliquer aux citoyens qui sont dans cette crise. Et après les régionales de 2010, le Grenelle de l'environnement qui avait été initié par Jean-Louis Borloo, et je le salue, tac, est enterré avec la fameuse phrase de Sarkozy qui dit l'environnement, ça commence à bien faire. Donc c'était une autre circonstance. Et deuxième autre circonstance, on avait Daniel Cohn-Bendit en tête de liste. Sûr, donc c'est pas rien. C'est un peu comme on fait l'équipe de France sans Zidane. Ça marche moins bien. Voilà. Donc, mais depuis le Parti socialiste est au pouvoir, est-ce que pour vous, ça serait envisageable justement que vous soyez devant le PS? Alors, incontestablement, il y a une compétition. Il y a des vases communicants entre nos électorats à cette élection européenne qui est particulière, parce que nous sommes des passionnés d'Europe, les écologistes. Incontestablement, les Français le sont moins. Hein. La participation est toujours très très faible et c'est compliqué d'animer le débat. Voilà, on va le voir au mois de mai. Hein. On vote le 25 mai, je le dis à nos téléspectateurs. Après 3 ponts, ça va être quand même dur d'intéresser. Donc c'est une élection qui n'intéresse pas malheureusement suffisamment. Donc nos candidats vont essayer de pousser le mouvement, on va essayer de faire le maximum. Et le fait que le Parti socialiste soit en difficulté aujourd'hui peut faire qu'effectivement nous soyons réceptacles d'un certain mécontentement. Mais je le dis très clairement, parce que je l'ai analysé de cette manière-là, y compris un peu comme ce qu'a dit Daniel Bois, le politologue. De fait, la distance que nous avons prise avec le gouvernement n'est pas forcément susceptible de nous aider par rapport à cet électorat PS déçu. Hein. Donc il y a ce débat-là. Et par ailleurs, je pense très sincèrement que l'électorat extrême-gauche, gauche de la gauche, ne s'ajoute pas à l'électorat écologiste. La dynamique qui a été faite à Grenoble est une dynamique d'une part formidable autour d'Éric Piolle, qui est quelqu'un de vraiment solide, charismatique. Donc déjà, c'est une figure qu'on ne peut pas transposer comme ça ex nihilo. Et la réalité, c'est que il y avait une tradition historique à Grenoble depuis 40 ans. D'accord, mais pour les européennes, bon, si on considère qu'il y a quand même un risque important d'effondrement du Parti socialiste, également de vous, prenons l'hypothèse. Mais si on prend l'hypothèse, je ne le parierais pas, ça. D'accord, mais néanmoins. Bon, et à votre avis, est-ce que ça justifierait la formation, un remaniement ministériel après ces élections? Non. Avec votre retour. Le nouveau gouvernement a été constitué. D'ailleurs, c'est plutôt, et je le dis, plutôt des professionnels. C'est plutôt des gens solides. Moi, je suis content de l'arrivée de Ségolène Royal. Je suis très content aussi, et je le salue, mon ami François Rebsamen, qui était mon homologue au groupe socialiste. Ça me permet d'ailleurs de saluer l'arrivée de Didier Guillaume, le nouveau président du groupe socialiste au Sénat. Donc il y a plutôt des gens solides. Et ce gouvernement, il faut qu'il travaille. On ne va pas revenir à faire le truc. Parce que, excusez-moi, vous nous avez fait pendant 2 ans, qu'est-ce que vous faites au gouvernement? Vous n'allez quand même pas nous faire tous les mois. Quand est-ce que vous revenez, quoi? Je sais bien que vous êtes un peu en
normal de. Non, c'est pas nous. storytelling, Non, on c'est n'est là, pas, c'est pas Vincent nous. Placé, justement, est-ce que ce gouvernement va pouvoir enfin réussir en 3 ans ce qu'il n'a pas fait, ce qu'on attend de lui depuis 2 ans? La question vaut pour François Hollande aussi. François Hollande également. Déjà, ça vaut beaucoup pour François Hollande parce qu'effectivement, quand même, l'échec est patent. Hein. Moi, je ne suis quand même pas le plus soucieux de rajouter des compliments à ce qui a été fait depuis 18 mois. Hein. J'essaie de trouver des L'échec est formules. patent pour vous. Mais l'échec est patent. C'est depuis 18 mois. Les Françaises et les Français ont durement sanctionné. Globalement, on va mener la même politique, donc ça va quand même pas être facile. Hein. C'est aussi pour cela que Cécile Duflot a souhaité sortir du gouvernement. Manuel Valls y met évidemment son talent personnel dans la bataille, autorité, énergie, qualité de communication pour le coup remarquable. Donc, est-ce que ça va avoir un effet d'opinion malgré le fait qu'on n'ait pas bougé de politique? On va voir. Est-ce qu'il est le Moi, joker? mon objectif avec les écologistes pour les 6 prochains mois, la prochaine année, c'est de desserrer justement, d'essayer de remettre plus de volontarisme économique et social et de faire en sorte que la loi de transition énergétique arrive, et peut-être qu'on en parlera, de faire en sorte qu'on fasse enfin cette réforme territoriale qui va plutôt dans le bon sens d'ailleurs. On va en parler plus tard. Mais Manuel Valls, justement, vous en parliez. Alors, à votre avis, est-ce que c'est l'atout de la gauche pour 2017 face à un François Hollande, vous disiez, Vous le voyez comme un joker potentiel pour la gauche? Je ne fais pas de la politique. Après l'échec patent de je ne François fais pas de la Hollande que politique vous avez fiction, évoqué. et vous m'en voudrez pas de dire ça. C'est ça qui me différencie de vous. Vous êtes d'ailleurs de bons analystes, parfois même de bons pronostiqueurs. Moi, je suis pas dans l'analyse et je ne suis pas seulement dans la projection. Moi, je suis un acteur de la vie politique. Je suis président d'un groupe parlementaire qui a vocation à aider le gouvernement. Et si vous me posez la question un peu plus factuelle de savoir quelle est notre position par rapport au gouvernement, je l'ai dit, on ne participons plus, mais nous soutenons. Bien sûr. Alors, C'est un peu daté, soutien sans participation, mais je le dis très clairement, avec des propositions. D'accord, À chaque mais fois, sur les textes, regardez sur la loi d'avenir agricole, eh bien, sans tout révéler, nous allons la voter ce soir. Nous ne sommes pas satisfaits de tout, mais nous pensons, grâce à l'action de Joël Labbé et de Marie-Christine Blandin, nous pensons que nous avons eu des avancées dans la discussion par rapport à l'agroécologie, et donc on vote. Cécile Duflot a quitté le gouvernement. Alors, est-ce que vous considérez que maintenant elle a le champ libre pour une candidature vraiment offensive en 2017 ? Non, mais alors là, je vais vous dire, celles et ceux, y compris d'ailleurs le président de la République, qui ne penseraient qu'à 2017, ce serait le plus sûr moyen, d'une part, de rater le coup pour l'intéresser et aussi, ça n'a pas de sens par rapport à la situation du pays. Enfin, moi, franchement, concentrons-nous sur le travail. Il est déjà assez lourd. François Hollande, on assiste à un tournant du quinquennat avec la fin du président normal. On dit que François Hollande centralise les décisions, qu'il procède de plus en plus aux nominations. Est-ce que ça vous inquiète? Non, mais je vais vous dire, je crois malheureusement que c'est la logique de la Ve République. C'est que même quelqu'un de plutôt démocrate, attaché à la vie parlementaire et très ouvert comme François Hollande, à la fin, il est dans la logique de l'institution. Et est-ce que je peux lui reprocher? À peine. Parce que la réalité, c'est qu'il faut changer l'institution. Mais il va rester comme ça pendant 3 ans. Je pense que là, il y a effectivement, il a mis beaucoup d'autorité, il a remanié à l'Élysée, il a remanié au gouvernement. Il a remanié au Parti socialiste. Votre avis alors sur Jean-Christophe Cambadélis, puisque vous avez salué l'arrivée des professionnels au gouvernement. Est-ce que vous félicitez de l'arrivée de celui qui fut un artisan de la gauche plurielle? On s'en souvient avec Lionel Jospin. Moi, je vais vous dire, je suis connu pour ça. J'aime bien les gens qui sont professionnels. Voilà. Et là, dans toutes les strates, on voit qu'il a renforcé. Et Jean-Christophe Cambadélis, c'est d'une part un stratège et quelqu'un qui conceptualise les questions des gauches françaises de façon très intéressante. Il a fait un papier de blog sur la question aujourd'hui de l'extrême droite, de la droite, de l'ensemble des gauches. Vous êtes confiant avec lui? C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un de très structuré et d'organisé. Et je vais vous dire, dans la période, ça ne peut pas faire de mal. Donc moi, je n'ai pas mêlé des affaires du Parti socialiste, mais on aura beaucoup de travail à faire avec Jean-Christophe Cambadélis et on le fera ensemble. Est-ce que vous pensez que François Hollande pourrait éviter la dissolution d'ici la fin de son quinquennat? Ça, c'est aussi un peu la politique fiction, mais on a quand même intérêt à avoir des résultats dans les 15 mois qui viennent, parce que la pression, je la vois, la défiance vis-à-vis du politique est très... Donc l'attention, mise en garde. La défiance est très forte. Abstention, bien sûr, le Front National, et puis une violence des citoyens, et aussi au-delà de la violence et de la colère, à la limite peut-être plus facile à appréhender dans le dialogue, il y a la réalité aussi d'un sentiment
d'inutilité et d'impuissance de la politique qui, moi, me sidère. C'est pour ça que je pense qu'à un moment, il faut quand même remettre, oui, je vais vous dire des choses, de la puissance dans la politique. Donc voilà, donc vous êtes satisfait sur ce plan-là. François Hollande a reçu des économistes qui sont favorables à un SMIC un peu réduit, au rabais, et c'est ce que dit également aujourd'hui le patron des patrons, M. Gattaz. Une espèce de SMIC inférieur, donc à la norme, pour embaucher des jeunes. Comment est-ce que vous réagissez, vous? Si on veut la dissolution, oui, il faut faire ça, oui, c'est sûr. Non, mais c'est pas sérieux. Voilà, il y a une demande évidente de sécurité, pas de sécurité seulement d'ailleurs des biens et des personnes, mais de sécurité dans l'emploi, de sécurité dans la santé, et il y a des besoins aussi de rassurer les Françaises et Français quant au pouvoir d'achat. Je sais que c'est un terme qui plaît pas tellement aux écolos parce que bon, voilà, ça fait croissance, consumérisme, mais la réalité du pouvoir d'achat des milieux les plus défavorisés, c'est un vrai sujet. Donc c'est absurde. Voilà, je vais vous le dire, c'est absurde. Voilà, ça fera 3 fois plus absurde et dangereux, même, vous dites. 3 fois plus de manifestations que pour le CPE qui a fait chuter Villepin. Et voilà, donc, mais Emmanuel Valls est quelqu'un de très intelligent, donc il évitera de tomber dans ces impasses complètement vaines en réalité. Et je fais un petit couplet quand même sur un sujet qui m'intéresse vraiment sur le fond, parce que la question compétitivité, coût du travail, ça ne marche pas. On ne va pas faire pour moins 3, moins 5%, on ne va pas conquérir des marchés, ce n'est pas vrai dans un monde aujourd'hui où au Brésil, le salarié c'est 400 €, en Chine c'est 250, au Maroc, etc. Ça n'a aucun sens, ça ne marche pas. Il faut donc avoir des produits à valeur ajoutée. C'est pour ça qu'on est bon sur la gastronomie, c'est pour ça qu'on est bon sur le luxe, même sur l'aéronautique. Vous voyez, je vais vous dire, c'est l'écologiste qui le dit, on est bon sur l'aéronautique parce qu'on a une plus-value. Donc il faut faire quelque chose, on a de la plus-value et on peut même vendre, y compris cher parfois. Mais la compétitivité, coût du travail, voilà, c'est une impasse aussi. C'est pas vous, c'est un faux argument. Et ça fait 2 ans que je dis ça, et je le répète malheureusement dans le vide, mais enfin, on me rendra raison. Justice, peut-être. Merci Jean-Louis. Alors, Perrine Arnaud arrive maintenant, et l'on va parler d'un sujet sur lequel donc, vous avez été précurseur, Jean-Vincent Placé, la fin des départements. Manuel Valls l'annonce, et oui, et vous la réclamez de longue date. Et ben vous voilà isolés tous les deux. Sophie Normand. Après le non-cumul des mandats, Manuel Valls ouvre un nouveau bras de fer au Sénat et annonce mercredi dernier la suppression des départements d'ici à 2021. Droite-gauche confondue, les sénateurs se sont aussitôt majoritairement élevés contre la brutalité, selon eux, de l'annonce. Faut-il faire disparaître les départements? Moi, je suis plutôt un régionaliste, mais j'hésite sur le fait d'aller si vite alors qu'on n'a rien inventé pour faire de la proximité. Donnons-nous un peu de temps pour mettre en place un dispositif qui agrée à tout le monde. Pour une bonne partie des sénateurs, le département demeure un échelon essentiel, là où les régions apparaissent parfois trop éloignées des territoires ruraux. Autre anicroche, dans une assemblée sénatoriale qui compte 10% de présidents de conseil général, les élus se sentent dépossédés de leurs prérogatives. Les sénateurs sont élus au sein des départements, le premier échelon. Donc peut-être qu'on peut imaginer qu'à moyen terme, c'est le Sénat qui est visé à travers la suppression des départements. C'est notre circonscription électorale d'ailleurs. Nous n'avons pas de secteur comme les députés. Et là-dessus, je crois que c'est très sensible. Un seul groupe a apporté d'office son soutien au projet, le groupe écologiste, emmené par Jean-Vincent Placé. Je pense qu'il n'a pas réfléchi. Je pense qu'il ne sait pas ce que c'est qu'un département. Je pense qu'il n'a jamais siégé dans un conseil général et que par conséquent, on ne peut pas raisonner comme ça de façon, je dirais, abrupte, à l'emporte-pièce. Les écologistes se disent à l'inverse en phase avec leur temps, quand d'autres, selon eux, restent avec une représentation de l'organisation territoriale française héritée de la Révolution. Seuls contre tous, nul doute en tout cas que les écologistes seront les meilleurs alliés du Premier ministre au Palais du Luxembourg, eux qui réclament la suppression des départements de longue date. Ça ne marche pas, bon. Voilà, Perrine Arnaud est avec nous. Bonsoir Perrine. Bonsoir, vos questions à Jean-Vincent Placé de toute nature. De toute nature. Ouf, là. Eh oui, il y a une partie personnelle, vous savez, dans le... On y vient. On va d'abord parler le dernier quart d'heure de cette émission. Voilà, bon, on va parler de la réforme territoriale. On l'a vu dans le sujet, des élus dénoncent le caractère brutal des annonces de Manuel Valls. Est-ce qu'il y a un problème de méthode sur ce dossier? Perrine Arnaud, arrêtons, ça fait, on en est, mais je ne sais pas, moi, ça fait 20 ans que je suis dans la vie politique, j'ai vu passer
mais des stocks de rapports, et d'ailleurs tout à fait honorables et respectueux, respectables. Sur ces rapports, il y a eu le rapport Raffarin. Moi, j'avais déjà salué, parce que ça reprend en gros ce qu'a dit oui, mais ils ont été Valls. surpris, les élus ici au Sénat, Non, parce mais que les élus, les élus, à un moment, ils veulent surtout qu'on touche à rien. Voilà, c'est ça la réalité. Moi, je suis ici, et François Hollande les avait confortés, estime et respect pour mes collègues sénateurs. Le président Bell a fait un gros travail sur les états généraux, donc on fait les états généraux, on fait des rapports, il y avait eu Raffarin, je me souviens d'un rapport Warsman de mémoire. Mais le corporatisme est plus fort que tout, c'est ce que vous voulez dire? Moi, j'apprends à ne pas faire de critiques inutiles, parce que ça ne fait pas avancer le débat. La chose qui est claire, c'est que depuis 1791, il y a des départements, et à l'époque, on avait fait des départements taillés pour qu'on puisse aller d'un point à un autre dans une journée de cheval. Donc, vous voyez à peu près la vision stratégique en termes de territoire. Et des régions. Ensuite, on avait fait des régions. Je me souviens, parce que voilà, j'ai un peu d'expérience politique, qu'on avait fait 2 Normandies, parce qu'à l'époque, Valéry Giscard d'Estaing avait 2 fidèles. L'un à Rouen, il s'appelait Jean-Luc Agnuet, il n'y a plus que moi qui me souviens de ça, mais bon. Et Michel Dornano à Caen, donc il fallait faire 2 Normandies. Donc vous voyez à peu près comment les choses ont été faites. Et on a fait à la française, c'est-à-dire les départements, les 36 000 communes, les 26 régions. On s'est dit, on va rajouter des agglos, parce que comme on ne peut pas supprimer les communes, on va... mais le résultat de tout ça, est-ce que c'est impossible à faire plus, bouger, et ça, personne n'en parle. On a les fameux syndicats intercommunaux de l'eau, des déchets, de l'électricité, des ordures, tout ça. Bon, voilà, bon, ça fait beaucoup. Vous voyez ce que c'est la vie de l'élu. À la fin, on siège dans 5... Est-ce que vous y croyez à cette réforme de Manuel Valls? Valls? La réponse du gouvernement, et je l'ai dit, on a voté contre, c'est on a cette situation-là, donc évidemment, on va faire des métropoles en plus. Non, mais on est quand même à un moment... Et je suis très heureux, moi, parce que ce que je dis au Sénat depuis 2 ans, je le dis depuis 2 ans. Manuel Valls l'a dit, pas mot pour mot, mais dans sa philosophie, dans son discours de politique générale. Donc nous, les écologistes, on est contents. On est contents, voilà. Après, il y a chiche. Mais bien sûr. Et quand j'entends les collègues qui siègent parfois depuis 30 ans, en étant sénateur et président de conseil généraux, qui disent on n'a pas été assez concertés. Non, mais là, je dis on est chez les fous, pour prendre une expression populaire. Chez les fous. À un moment, c'est pas possible. On est chez les fous. À un moment, il faut écouter les Françaises et les Français. Les Français et les Français, ils en ont marre sur les questions de l'emploi. Voilà, ça c'est clair. J'ai la prétention de penser qu'ils sont assez attentifs, bien plus que nos élites, à la question de l'écologie, notamment dans la vie quotidienne. Moi, je vois le débat pollution. Et ils ont aussi envie, ils en ont marre de réduire le millefeuille territorial. Parce qu'ils veulent de l'efficacité. Ils veulent de l'efficacité. Ils veulent que le gouvernement soit efficace. Ils veulent que l'administration centrale se simplifie. Ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai toujours dit au président de la République, je lui ai dit, la question de l'administration centrale est essentielle. Il faut plus de gens dans les territoires particulièrement en difficulté, les territoires ruraux, les banlieues, et pas tout le monde concentré. Je suis désolé de faire un peu poujadiste, mais dans le 7e arrondissement, voilà, il faut que les gens sortent. C'est pareil d'ailleurs pour la police et la gendarmerie. Moi, je suis rapporteur spécial du budget sur la police et la gendarmerie. C'est un mal qu'on dit à chaque fois. Il y a énormément de gens dans les guérites, etc., et pas assez dans les quartiers. Et là, c'est la même histoire. Les collectivités territoriales, les Françaises et les Français. Ok, c'est vrai que quand c'est chez eux, ils ont un phénomène nimbiste, mais il faut réformer. Ils disent non à tous les référendums. Et ça, vraiment, Manuel Valls, d'ailleurs, il aura un curseur du niveau d'autorité et de volonté réformatrice sur ce sujet. Parce et il peut compter sur vous. Voilà. Oui. Mais est-ce que cette volonté de réforme, en tout cas, est-ce que ça montre que le gouvernement, finalement, a fait une croix sur le maintien à gauche du Sénat en septembre prochain ? Non, mais il n'y a pas de raison. Mais d'évidence, les élections municipales ayant été perdues, ça va être plus difficile que prévu. Mais c'est pas perdu pour le Sénat en septembre ? Mais il faut faire les élections. Moi, je vais vous dire, je ne pensais pas un seul instant en 2011 que nous gagnerions. Voilà. Donc je ne pensais pas que nous gagnerions et j'ai eu tort. Donc vous ne pensez pas qu'en 2014 vous allez perdre Exactement. Mais tout le monde le pense. Là, vous êtes encore seul contre tous, là. Mais oui. Les experts des 2 camps parient sur une nouvelle alternance au Sénat, n'est-ce pas, Perry ? Sur Manuel Valls, j'avais envie de vous poser une question là un peu plus personnelle sur son discours de politique générale. Il a beaucoup évoqué, notamment à la fin, son parcours, fils d'immigrés, naturalisé. Est-ce que cette partie-là de son discours vous a ému, vous a particulièrement touché ? Bien sûr. Du fait notamment de vos origines. Voilà, lui, il est de Barcelone et moi, je suis de Séoul, si j'ose dire. Et il a été naturalisé, beaucoup plus tard que moi d'ailleurs, je crois, à 18 ou 20 ans. Et pour nous, c'est la passion de la France.
hein. C'est la passion de la France, de la République, de celle qui l'intègre, de celle qui nous donne cette chance de parler français déjà. Moi, je ne parlais pas français quand je suis arrivé à 7 ans et demi. Je suis un peu comme j'ai toujours dit que quand j'étais petit, 7 ans et demi. Vous voyez, comme quoi, même à 46 ans, ça reste. Et on aime cette France-là, celle qui, justement, faisait l'effort d'intégrer, d'apprendre les valeurs, la citoyenneté. Voilà, c'est important. Ouais. Est-ce que vous verriez, vous aussi, comme lui, Premier ministre? Oh, il a beaucoup d'avance sur moi. Après, on verra, mais c'est pas... Le temps, ça se rattrape. Ce n'est pas... Non. Et puis, attention aux excès de vous savez, oui, on en parlera, j'ai bien compris, mais... non. Fini, il faut en parler. Et puis, en plus, vous le savez, hein, ma vie fait que je suis d'une grande sérénité pour plein de raisons. Voilà, pour plein de raisons. Alors, comme Michel parle d'excès de vitesse, c'est vrai qu'il y a l'affaire des PV impayés quand vous étiez élu à la région Île-de-France. Alors, ce week-end, sur Canal+, vous avez été accusé par la vice-présidente de la région, Michel Saban, de ne pas avoir tout réglé. Aujourd'hui, Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France, a pris votre défense. Il assure que tout est réglé auprès de la région. Alors, finalement, qui a raison? Est-ce que Michel Saban est une menteuse? Écoutez, moi, je vais vous dire, les choses sont simples. D'ailleurs, je me suis rendu compte de quelque chose, parce que je ne suis pas du tout dans beaucoup conduire, et cette polémique me navre, et y compris certains de mes amis m'ont dit, mais dis-le, parce que ce sont des PV de stationnement. Voilà. Il n'y a pas d'excès de vitesse, pas de je ne sais quoi, ce sont des PV de stationnement. Donc, il n'y a pas eu... Non, mais je le dis, parce que j'ai compris qu'il y avait des délires qui partaient sur les réseaux sociaux, etc. Ce sont des PV de stationnement. Voilà. C'est pas malin, c'est une période, et je le dis très tranquillement, il n'y a pas grand monde qui payait les PV dans les collectivités territoriales, parce qu'il y avait des mauvaises habitudes. Vous avez laissé une grosse ardoise. Oui, je l'ai dit, je n'excuse pas d'ailleurs, je décris les faits, ce sont des PV de stationnement, bêtement au bas de chez moi, trop souvent, et c'était avant 2009, voilà. Donc il y a quand même 5 ans, et ça ne vous a pas échappé que je suis le seul auquel on s'est intéressé dans cette histoire. Les autres, manifestement, ça n'intéresse personne. Hein. Un petit travail d'enquête peut-être est possible. Non, mais voilà. Les noms. Non, mais moi je ne veux pas m'occuper de ça. Michel Grossier, il a un petit côté investigation, réseaux sociaux. Nous ne sommes pas policiers ni procureurs. Donc là, les faits sont simples. Voilà, ce sont les faits. À chaque fois qu'on m'a demandé de régler, j'ai réglé, rubis sur l'ongle, donc on peut critiquer, mais j'ai réglé sur l'ongle. Contrairement à ce que Michel Saban a affirmé sur Canal+, donc Madame Saban a dit des choses à la télévision. Je vais vous dire aussi, et vous le savez, l'émission préenregistrée par la boîte de production de Monsieur Lebon, qui est... J'incrimine ni les journalistes, ni Canal+. Canal+, voilà, j'ai beaucoup de respect en vérité pour Canal+. Michel Saban et contre la société de production. Pour y compris l'esprit Canal. Donc j'ai pas de sujet de polémique ni avec la corporation, si j'ose dire, ni avec Canal. Là, sur le sujet de cette émission, je suis désolé de vous le dire, ce n'est pas du journalisme et ce n'est même pas du journalisme politique, c'est pas du journalisme simplement. Passer des enregistrements hors plateau, c'est comme si vous passiez ce qu'on s'est dit, aux pauses et après, parce que le micro est là, c'est tout simplement incroyable. Et je le dis, c'est une première en France. C'est une première en France pour un responsable politique. Et donc, avec ces éléments-là, je suis désolé, il faut quand même que les gens comprennent. Eh bien, j'ai décidé avec mon conseil, mon avocat, maître Emmanuel Pierrat, de porter plainte pour diffamation, et vous verrez que je n'en dis pas plus. Pourquoi? Parce que la procédure est ainsi, et donc on porte plainte pour X, il y a ensuite un juge d'instruction qui sera saisi, il fera son travail, et je vais vous dire, c'est la première fois, Dieu sait que j'ai lu et entendu des mensonges totalement avérés dans certains journaux du mercredi matin, dans les pages 2, dans certains échos, et y compris, je le dis, cette boîte de production qui fait cette émission, je ne sais pas comment la qualifier, du supplément sur Canal, et qui est la même qui fait le petit journal, je peux vous dire que ça décrédibilise totalement l'ensemble de votre profession. Je suis désolé de vous le dire. Très bien. Voilà, vous avez pu répondre une dernière fois. Vous étiez déjà venu en janvier, où vous vous étiez déjà expliqué sur ces PV. On en parle. Personne ne vous croit d'ailleurs, parce que c'était sur cette antenne-là que j'avais dit les choses. C'était chez nous. Bon, merci. Maintenant, on a compris que tout était payé. On a l'attestation officielle de l'administration. Et on sait que vous avez été un peu touché par cette affaire aussi. Merci, on a fini. On n'a plus le temps de s'épancher. Incroyable. Jean-Vincent Placé, merci. Prochain Preuve par 3, ce sera dans 15 jours maintenant. Notre invité sera Laurent Wauquiez. Bonsoir, à très vite.